Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les principaux titres qui seront développés tout au long de ce 19h. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Caire, au menu renforcement de relations politiques et économiques. Nous y reviendrons plus en détail dans cette édition. Situation confuse au Burkina Faso, l'incertitude plane autour du sort du président Kaboré. Des appels au dialogue sont lancés. En Europe, le torchon brûle entre Moscou et Kiev alors que l'OTAN annonce le déploiement des forces militaires dans l'est du continent. De l'économie, la compagnie algérienne d'hydrocarbures Sonatrach fixe le prix de vente officiel de ses cargaisons de pétrole brut Sahara Blend à une prime de 2,70 $. Et nous entamons cette édition par la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en terre égyptienne. Il a été reçu à l'aéroport du Caire par le président Abdel Fattah al-Sisi cet après-midi à son arrivée. Une visite qui s'étalera sur 2 jours. D'importants entretiens sont prévus entre Abdelmadjid Tebboune et son homologue égyptien. L'occasion pour les 2 pays de renforcer leurs relations politiques, mais aussi d'aborder plusieurs sujets, notamment la crise libyenne, la question palestinienne, la préparation du prochain sommet arabe prévu en Algérie ou encore la promotion de l'action arabe commune. Et nous allons justement profiter de cette visite pour revenir sur les relations fortes qui existent entre l'Algérie et l'Égypte. Elles ne datent pas d'hier. Les 2 nations sont historiquement liées. L'Égypte a soutenu l'Algérie avant même son indépendance. De son côté, l'Algérie indépendante a montré son soutien indéfectible à l'Égypte quand celle-ci était en guerre. Safwan Ben Sabri. Il y a 2 capitales dans le monde arabe, Alger et le Caire. Telles étaient les paroles du président Ouari Boumedienne à l'heure d'évoquer la place qu'occupaient les 2 capitales dans le concert des nations. Les liens entre les 2 pays ont historiquement été très étroits. La vision partagée entre les chefs d'État respectifs a été affirmée à maintes reprises. Avant même l'indépendance de la République algérienne, le chantre du panarabisme a envoyé soutien financier et militaire à la nation algérienne, encore sous le joug du colonialisme. C'est au Caire que s'est rendue la première délégation de l'Algérie libre, accueillie chaleureusement par Jamal Abdel Nasser, et c'est naturellement que l'Algérie a volé au secours de l'Égypte quand celle-ci avait rendez-vous avec l'histoire. La guerre des 6 jours a été l'occasion pour l'Algérie de montrer que les 2 nations parlaient d'une seule voix pour défendre la Palestine occupée. Ainsi, Alger a répondu à l'appel du Caire quand celle-ci était menacée par l'agression sioniste. ماهيش معركة الفلسطينيين وحدهم. احنا حقيقة بعاد من الناحية الجغرافية، لكن عندنا دور اللي يقوموا به. Comme souvent, le présent fait écho à l'histoire. C'est dans ce sens que la première visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est faite à Alger. Ainsi, les générations présentes portent l'héritage de celles qui les ont précédées. Et le dialogue algéro-égyptien ne peut contourner les dossiers économiques, d'autant plus que les 2 pays tendent à hisser la coopération économique au niveau des relations historiques et politiques, au niveau local mais également continental. Kherdin Batash. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en terre égyptienne sera certainement l'occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives dans les relations économiques bilatérales qui ne demandent qu'à éclore. Et pour cause, les échanges commerciaux entre les 2 pays ne traduisent pas toujours leur potentiel intrinsèque en matière de coopération. Une situation qui toutefois fait l'objet du diagnostic établi par les opérateurs économiques de part et d'autre.
Ce forum ainsi que les échanges qui en découleront sur le plan économique donneront lieu à la naissance d'un forum d'affaires algéro-égyptien qui permettra aux deux communautés d'affaires respectives de dépasser les entraves au profit d'initiatives qui se produiront prochainement de part et d'autre. En langage de chiffres, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé les 747 millions de dollars en 2020, selon le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations algériens. Dans le même temps, la valeur des exportations algériennes vers l'Égypte avait dépassé les 188 millions de dollars contre 559 millions de dollars pour les importations. Mais le constat qui découle de ce bilan reste en faveur d'une prise de conscience bilatérale de la marge de manœuvre qui s'offre aux deux pays. La réactivation du Conseil d'affaires algéro-égyptien et l'organisation d'un forum économique durant le premier trimestre 2022 en sont les premiers signes avant-coureurs. D'autant plus que les premières expériences en matière d'investissement algéro-égyptien ont été couronnées de succès, notamment dans le secteur de l'industrie, celui des télécoms ou encore celui des solutions énergétiques ou la transformation des métaux. Car quand deux puissances régionales comme l'Algérie et l'Égypte se mettent à parler économie, c'est surtout le continent africain que rejaillit l'élan de la prospérité, à commencer par le voisin libyen. L'intérêt mutuel pour la reconstruction d'un pays pivot dans la région nord-africaine ne peut être qu'un point d'achoppement dans le processus de discussion entre Alger et Le Caire concernant le dossier libyen. À la clé, de potentiels partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, le BTP ou encore l'industrie pétrochimique. Une configuration dont les jalons ont déjà été plantés à travers la création de la zone de libre-échange africaine ZLECAf. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce lundi une session sur la Libye, une rencontre durant laquelle les membres devaient voter le renouvellement du mandat de la mission d'appui des Nations Unies dans le pays qui arrive à terme le 31 janvier. Il était aussi question des sanctions imposées contre Tripoli et des élections reportées qui continuent de dominer le paysage politique en Libye. De son côté, Stephanie Williams, l'envoyée spéciale de l'ONU en Libye, a appelé les parlementaires libyens à faire face à leurs responsabilités tout en invitant les membres de la Chambre des représentants à participer à la session du Parlement en cours dans le pays. Et direction le Burkina Faso, la situation est toujours aussi trouble après une nuit très mouvementée autour du palais présidentiel et les informations indiquant l'arrestation du président Roch Kaboré par des militaires. Ce dernier a communiqué à 2 occasions sur les réseaux sociaux. Des informations contradictoires circulent et la confusion préside à un scénario tendu en évolution continue. Sofiane Barouti. Après une journée dominicale très animée et une nuit de troubles au Burkina Faso, la situation paraît ne pas encore avoir trouvé son dénouement. Des tirs nourris ont animé le palais présidentiel de Kosiam ainsi que la ville de Kaya au nord, siège de la première région militaire burkinabé. Des informations parlant d'une mutinerie des suites d'un mécontentement dans les rangs de l'armée ont circulé hier et des enregistrements ont même été diffusés dans ce sens. D'autres informations ont indiqué tôt ce matin l'arrestation du président Roch Kaboré par les forces spéciales du régiment Cobra. Celles-ci ont été démenties par la gendarmerie qui a déclaré que le président s'est enfui. Ce dernier a communiqué par 2 fois sur les réseaux sociaux. La dernière à 14h aujourd'hui dans un tweet où il appelait les militaires à déposer les armes ainsi qu'à la constitution d'un front pour la défense de la démocratie. Le siège de la télévision et de la radio publique a été quadrillé dès les premières heures de la matinée par des hommes lourdement armés, indiquent plusieurs sources sur place. Cette manœuvre devait préparer à la diffusion d'une déclaration publique pour notifier la prise du pouvoir par les militaires ou bien son infirmation par une apparition du président de la République qui, selon certains médias, serait en négociation avec la partie dissidente. Un dénouement peine à venir afin de clarifier une situation de grande confusion à Ouagadougou. Un communiqué du mouvement du peuple pour le progrès MPP, parti burkinabé, indique qu'une tentative d'assassinat contre la personne du président aurait été avortée et appelle au renforcement du Front démocratique burkinabé
contre ce qu'il qualifie d'assaut contre les institutions de la République. Pour rappel, il y a une dizaine de jours, des officiers ont été arrêtés par la cour militaire et accusés de tentative de coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Cette situation de confusion survient alors qu'un grand mouvement de protestation populaire secoue plusieurs pays de la région contre la présence étrangère. Dernièrement, un convoi militaire français lié à Barkhane a été stoppé sur la route de Gao, ce qui vient en écho à des mouvements similaires au Burkina Faso et au Niger. La colère des soldats qui sont dépassés par une situation sécuritaire de plus en plus précaire, notamment dans la zone des 3 frontières où ils sont confrontés à des actes terroristes récurrents. Cela vient s'ajouter à un large mouvement de solidarité avec le Mali contre les sanctions émises par la CEDEAO, qui s'est fait ressentir au Burkina Faso où des manifestations ont été interdites dernièrement dans la capitale du pays. L'opération Barkhane marque le coup et essuie des critiques profondes. En témoignent les protestations récurrentes dans plusieurs pays de la région. Et la réaction de la CEDEAO ne s'est pas fait attendre concernant la situation au Burkina Faso. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, a invité les militaires burkinabés à demeurer dans une posture républicaine et à privilégier le dialogue avec les autorités. La commission de l'organisation intergouvernementale ouest-africaine appelle au calme et marque sa solidarité avec le président Roch Marc Christian Kaboré, le gouvernement et le peuple du Burkina Faso. Et les établissements scolaires resteront fermés ce lundi et demain, mardi, au Burkina Faso. Décision annoncée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Une décision, vous l'aurez compris, qui survient suite aux mutineries qui ont secoué la capitale Ouagadougou. Et le gouvernement du pays a également décrété un couvre-feu de 20h à 5h30 du matin sur l'ensemble du territoire. Et justement, le Sahel qui connaît une recrudescence du terrorisme qui touche plusieurs pays de la région et au cœur de tous les enjeux. Pour en parler, nous avons avec nous notre journaliste spécialiste des questions africaines, Tinhinan Makassi. Tinhinan Makassi, bonsoir. Bonsoir Riyad. Alors, le Sahel a de tout temps été au cœur de l'histoire du continent africain. Effectivement, Riyad. Déjà, il faut savoir que le Sahel, c'est quoi? Le Sahel, c'est cette région qui délimite l'Afrique du Nord de l'Afrique subsaharienne. Les pays les plus connus sont ceux qui connaissent actuellement des abcès sécuritaires importants. Mais il a toujours été au cœur de l'histoire du continent. Après, cette région du continent est aussi au centre de toutes les assises géostratégiques dans le monde. Mais il y a ce qui est connu aujourd'hui comme étant la guerre du Sahel. Cette guerre du Sahel, elle a commencé par quoi? Elle a commencé lorsqu'il y a eu d'abord l'intervention en Libye. L'intervention en Libye menée par la France, et il y a eu une deuxième intervention, toujours menée par la France, quand il y a eu la rébellion des Touaregs. Troisième intervention qui va cette fois-ci se cristalliser autour d'une zone qu'on appelle la zone des trois frontières, qui est une zone tampon entre 3 grands pays de cette région, qui est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette région, cela dit, ne concentre pas que des problèmes sécuritaires liés au fondamentalisme terroriste. C'est aussi une zone dans laquelle sont concentrés, on peut dire même une plateforme de beaucoup de trafic. Bien évidemment, là où il y a terrorisme, il y a trafic important, trafic en tout genre, je pourrais dire. Très bien, donc justement, le Sahel cristallise les questions sécuritaires, les enjeux sont multiples, n'est-ce pas, Tinhinan? Effectivement, les enjeux sont multiples. D'ailleurs, on peut le dire, un des premiers enjeux sont apparemment pour les grandes puissances et le maintien des tensions. Parce que quand on maintient cette région sous tension, on ne peut pas avoir, de lecture et aussi on peut pas avoir de lecture sur les situations internes, parce que ces tensions qui sont aujourd'hui dans plusieurs pays exaspèrent les tensions internes dans les pays, empêchant même d'avoir un
développement durable, empêchant même ces populations d'avoir accès plus ou moins à une vie décente, si je peux m'exprimer comme ça. Deuxième enjeu qui est, je pense, un des plus importants, c'est surtout l'accès aux richesses. Il y a les métaux rares, il y a notamment le pétrole, l'or, toutes les richesses que concentre cette région. Mais aussi, un deuxième enjeu relève aujourd'hui, c'est les enjeux climatiques. On l'a vu lors de la COP, la dernière COP. Tous les enjeux se concentrent aussi autour de la question géostratégique, mais aussi climatique. Un troisième enjeu est monétaire. La monnaie qui est aujourd'hui le franc CFA, elle est dans la plupart de ces pays. Et les grandes puissances, notamment la France, veut maintenir cette monnaie qui est appelée par beaucoup d'experts économiques sahéliens comme étant un outil de domination. À cet effet, on écoute Aziz Salomon Fan qui va nous expliquer ce qu'il appelle la géostratégie du chaos. D'accord, très bien. Ce que j'appelle la géopolitique du chaos dans la déclaration Africom Go Home et aussi le film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique, qui déjà il y a 10 ans expliquait ce syndrome de talibanisation, à la fois avec des relents de vieilles politiques néocoloniales. C'était le projet de l'Azawad, de Gaston Defferre et Houphouët-Boigny avait fait à l'époque donc de l'avènement de l'Algérie, du Mali. Donc, le président Sarkozy a fait ressurgir cela sous les décombres du démantèlement de la Libye. Et donc, le terreau fertile, évidemment, de ce système, c'est, dans cette géopolitique du chaos, une tentative de créer un Sahélistan, si on peut jouer ce jeu de mots. Mais en même temps, il y a des dynamiques locales qui sont basées sur les obscurantismes, fondamentalismes d'extrême droite africains, typiquement africains, bien sûr plus ou moins financés par différentes nébuleuses du Moyen-Orient, mais en réalité qui font le jeu de la géopolitique du chaos, qui consiste à rendre ingouvernables les zones, de les garder en réserve, d'éviter que la Chine ou d'autres intérêts économiques ne viennent contrarier le dispositif de l'OTAN dans cette zone-là. Alors, comme on vient de le voir, le Sahel, c'est une région qui attire les convoitises et qui est aujourd'hui au cœur de toutes les tensions. Ces pays, cette année, Riyad, qui sont actuellement en train de fêter leur 60e anniversaire de l'indépendance, connaissent aujourd'hui un nouveau phénomène. Ce nouveau phénomène, c'est la remise en question des peuples, de la présence des puissances étrangères. Elles sont venues avec la promesse d'éradiquer et d'endiguer le terrorisme et le fondamentalisme, sauf que ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, les populations sont en train de manifester de façon récurrente contre la présence des puissances étrangères et se soutiennent entre elles. On l'a vu avec les sanctions contre le Mali à la CEDEAO. Ces populations ont manifesté une solidarité sans faille envers le peuple malien. Très bien, merci beaucoup Tininan Makassi pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes notre journaliste spécialiste des questions africaines. Alors, à présent, nous allons passer au Cameroun où 16 personnes sont décédées dans un incendie d'une discothèque à Yaoundé. Ce drame d'origine accidentelle provoqué par des feux d'artifice est survenu ce week-end dans un quartier huppé de la capitale. Le sinistre endeuille le Cameroun au moment où le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, une nouvelle fois visés par des attaques des Houthis. Ce lundi, des tirs de missiles balistiques ont été lancés à quelques heures d'intervalle vers ces deux pays. Des frappes interceptées, mais qui ont fait tout de même de blessés du côté de l'Arabie Saoudite. Riyad et Abu Dhabi ont condamné ces nouvelles attaques. Les Houthis, qui ont revendiqué les tirs, ont menacé d'intensifier leurs attaques. Et au Liban, réunion du Conseil des ministres ce lundi. Le gouvernement Kimati se réunit pour la première fois depuis 3 mois. La réunion prévue aujourd'hui sera consacrée aux dossiers socio-économiques, aide sociale provisoire aux fonctionnaires, augmentation
des indemnités de transport journalières et autres mesures palliatives. Le projet de budget pour l'année 2022 sera sans nul doute le dossier le plus important sur la table du Conseil des ministres. Dans le dossier santé Covid-19, l'Algérie enregistre une légère hausse des cas de contamination avec 2215 nouveaux cas. Le bilan du ministère de la Santé a également annoncé 988 nouvelles guérisons et malheureusement 13 nouveaux décès durant les dernières 24 heures. L'espoir d'une fin de pandémie se dessine d'après l'Organisation mondiale de la santé. Omicron pourrait mettre fin à cette pandémie en Europe. L'OMS explique que d'ici mars, le variant Omicron pourrait contaminer 60% des Européens. Une perspective a priori effrayante, mais dont l'issue pourrait être positive. Cette propagation massive d'Omicron signerait donc la fin de la pandémie en Europe. Et dans le même temps, en France, entrée en vigueur du pass vaccinal ce lundi. Désormais, il faudra présenter un schéma vaccinal complet pour aller, par exemple, au restaurant ou encore au cinéma. Le test négatif ne suffit plus. Un peu plus sonore. À Bruxelles, en Belgique, environ 50 000 personnes ont battu le pavé hier pour manifester contre les restrictions sanitaires. Leïla Hamouda. C'est désormais officiel. Le pass vaccinal entre dès aujourd'hui dans la vie des Français. Largement critiqué, arme du gouvernement contre Omicron remplace le pass sanitaire. Il devient obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant se rendre au restaurant, au cinéma, au musée ou encore pour prendre le train. Le test négatif n'est plus valable. Exception oblige, en cette période de campagne électorale, les meetings politiques dérogent à la règle puisque le précieux sésame n'est pas exigé aux participants. En cas de doute sur l'authenticité du document présenté, les responsables des lieux concernés pourront vérifier l'identité de leurs clients. Ce pass vaccinal a été décrié par des milliers de personnes ce week-end dans des manifestations. Dernière en date a eu lieu dimanche à Bruxelles où des tensions ont éclaté. Ces violences ont eu lieu en marge d'une manifestation contre les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Des Belges, mais aussi des manifestants venus d'autres pays qui entendent défendre la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. La police a fait état d'environ 70 arrestations, 3 officiers et 12 manifestants ont été hospitalisés. De nombreux dégâts matériels ont été recensés, notamment dans un bâtiment de l'Union européenne. Cette mobilisation a réuni plusieurs milliers de personnes anti-pass vaccinal et anti-pass sanitaire. 50 000 selon les autorités belges. Il s'agit de la plus grande d'une série de manifestations dans la ville au cours des derniers mois. La Pologne, quant à elle, a fait face à une flambée des infections. Le pays a enregistré plus de 40 000 cas durant les dernières 24 heures, soit une augmentation de 132% par rapport à la semaine dernière. Les autorités polonaises pensent que le pic n'est pas encore atteint. La Pologne enregistre un taux de vaccination le plus faible d'Europe. Et la tension continue de s'accroître entre l'Occident et Moscou autour de l'Ukraine. En dépit du rapprochement diplomatique entre les deux parties, la semaine passée, l'OTAN a décidé de déployer des forces militaires dans l'est du continent. Certaines capitales européennes ont exhorté le ressortissant à quitter l'Ukraine. Le point sur la situation avec Amin Toutah. Le périple européen du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et les pourparlers de Genève avec son homologue russe Sergueï Lavrov n'ont pas atténué la tension autour du dossier ukrainien. Sur le terrain, des navires de guerre et des avions de combat sont envoyés par l'OTAN vers l'est de l'Europe. Un déploiement militaire répondant aux activités de la Russie aux frontières de l'Ukraine selon l'Alliance Atlantique. Le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg, a fait savoir que les membres de l'Alliance avaient placé leurs armées en alerte en envoyant ces renforts. Une escalade sur le front en parallèle avec un enchaînement de tensions entre les capitales occidentales et le Kremlin.
Le département d'État américain a ordonné l'évacuation des familles de ces diplomates en poste à Kiev et a déconseillé les voyages en Russie. De même, les autorités britanniques ont indiqué le retrait d'une partie du personnel à l'ambassade de Kiev. De son côté, la Russie, qui a déjà assuré ne pas avoir des intentions belliqueuses envers l'Ukraine, s'est dit en attente des réponses sur les garanties sécuritaires de la part des Occidentaux. Une demande formulée lors de la dernière rencontre Lavrov-Blinken en Suisse. Des discussions qui doivent se poursuivre dans les prochains jours, avec un nouveau regain de tension entre les deux parties. Et en Arménie, démission du président Armen Sarkisyan, annonce faite hier dimanche, évoquant son incapacité à agir sur la vie politique de son pays qui traverse une véritable crise. Il estime ne pas disposer des outils nécessaires pour influer sur les processus importants de la politique étrangère et intérieure dans des moments difficiles pour le peuple et le pays. 8 jours après la marée noire au Pérou, le gouvernement annonce une urgence gouvernementale de 90 jours sur la zone côtière au nord de Lima. Il y a une semaine, nous vous en avons parlé, 6000 barils de pétrole brut se sont répandus en mer lors du déchargement d'un tanker à cause d'une houle provoquée par l'éruption d'un volcan dans les îles Tonga. Cette mesure permettra aux autorités une gestion durable des zones touchées avec des travaux de récupération et d'assainissement pour atténuer les conséquences de cette catastrophe écologique. Et les talibans et les occidentaux invités autour de la table à Oslo ce lundi. Une réunion à huis clos au menu des discussions. La grave crise humanitaire en Afghanistan. Pour rappel, la communauté internationale conditionne la reprise de son aide au respect des droits humains. Aucun État n'a pour l'instant reconnu le gouvernement des talibans. Retour en Algérie, la compagnie nationale d'hydrocarbures Sonatrach a fixé le prix de vente officiel de ses cargaisons de pétrole brut Sahara Blend chargé en février à une prime de 2,70 $ le baril par rapport au Brent, a rapporté l'agence Reuters ce lundi, ce qui se traduira par une prime de 1,60 $ pour les cargaisons chargées en janvier. Économie toujours, et cette délégation d'investisseurs et d'hommes d'affaires de la région d'Andalousie en Espagne, emmenée par l'agence andalouse de promotion extérieure Extenda, entame une visite en Algérie du 23 au 27 du mois en cours. Les opérateurs espagnols qui ont pris part dimanche à une rencontre de networking organisée par la Confédération algérienne du patronat citoyen. Le but de cette rencontre étant d'étudier les voies et moyens à même de renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne. Et l'Algérie, qui cherche à accroître son influence économique avec les pays africains, cible le marché sénégalais à travers des opérations d'exportation. La dernière en date a eu lieu dimanche. Il s'agit en l'occurrence d'une opération qui a permis l'exportation de câbles électriques du groupe GISB électrique de Mostaganem vers un opérateur du Sénégal pour une valeur de 4 millions d'euros. L'ambassadeur du Sénégal en Algérie, Serine Dieye, a déclaré en marge de cet événement, je cite, « Les sociétés algériennes ont des opportunités prometteuses en Afrique et au Sénégal, au vu des qualifications que l'Algérie possède dans le domaine économique et industriel. » Sport, football, Cannes 2021. Les huitièmes de finale se poursuivent aujourd'hui avec 2 matchs. Le premier a débuté à 17h entre la Guinée et la Gambie. Score final, 1-0. Et c'est donc la Gambie qui rejoint la Tunisie et le Burkina Faso, qualifiés hier. La Gambie sera donc l'adversaire de soit le Cameroun ou les Comores qui vont s'affronter ce soir à partir de 20h. Et justement, pour parler de ce match, direction Douala au Cameroun, pour retrouver notre journaliste envoyé spécial Faisal Salah qui se trouve dans une fan zone. Bonsoir Faisal. Bonsoir Riyad, bonsoir tous les téléspectateurs de Al24 News. Alors, comment est l'ambiance à Douala ce soir ?
l'ambiance à Douala. On va dire que les fans de l'équipe de Cameroun, les supporters camerounais, ils sont en train d'arriver à la fan zone pour supporter, pour voir le match Cameroun face aux Comores, un match qui promet beaucoup, on va dire, pour le Cameroun, vu que l'équipe du Comore on va dire, a enregistré l'absence de son gardien Ali Hamada, très attendu aujourd'hui après l'annonce de la Fédération du Comore qu'il était testé négatif à la Covid-19. Malheureusement, on va dire, il y avait des nouvelles règles, des nouvelles directives de l'autorité sanitaire et médicale de la Confédération africaine de football qui a exigé aux joueurs testés positivement au Covid-19 d'être en confinement et de s'isoler pendant 5 jours. Donc la Fédération de Comore a tout fait pour que Ali Hamada prend part de ce match, de ce 8e de finale attendu à 16h à l'aéroport de Yaoundé. Apparemment, les dirigeants de la Confédération africaine de football l'ont interdit même de rentrer au stade. Très bien. Et les Camerounais, Faisal, est-ce qu'ils sont confiants par rapport à ce match ? Ils pensent que c'est déjà un match facile, c'est un match plié pour les Camerounais, malgré qu'on a vu beaucoup de surprises dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On l'a vu déjà, même pas une demi-heure, que la Gambie a battu la Guinée dans des circonstances, on va dire, difficiles pour cette équipe de Gambie qui a, on va dire, peiné de beaucoup de situations, on va dire, beaucoup de malades, beaucoup de cas Covid. Et malgré ça, la Gambie a lancé le défi face à cette équipe de Guinée. Elle a gagné un but à 0 et s'est qualifiée pour la première fois dans son histoire au quart de finale. Très bien, merci beaucoup Faisal pour toutes ces précisions. Vous avez quelque chose à rajouter, Faisal ? Pour le match d'aujourd'hui, donc il y aura un joueur de champ qui va jouer comme gardien de but comme, pour l'équipe du Comore. Il s'agit du joueur d'Ajaccio, Shakir Adarou. Très bien, merci Faisal pour ce dernier détail. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial au Cameroun pour suivre cette CAN 2021. Merci beaucoup Riyad. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Voilà, c'est avec cette information que nous arrivons à terme de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo présentée par Madame Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain, 13h.